Retour à l'essentiel, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin à présent avec Niagale Bagayoko, directrice de l'African Security Sector Network. Bonjour. Bonjour. Niagale. Et Mélina Huette avec nous également, grand reporter ici à France 24 et chroniqueuse internationale. Bonjour Mélina. Bonjour Raphaël. Au sommaire, il vient chercher des dollars et un peu de respectabilité. Ahmed Al-Shara devient le premier président syrien à être reçu à la Maison-Blanche. L'ancien djihadiste que Donald Trump souhaite faire entrer dans la coalition américaine contre le groupe État islamique et à terme dans les accords d'Abraham portant reconnaissance de l'État d'Israël. Le Mali en passe de tomber aux mains des djihadistes du JNIM, alliés affiliés à Al-Qaïda. Il exerce une pression, notamment sur la capitale Bamako, victime d'un embargo sur le carburant. La déroute se précise pour les forces armées maliennes et leurs alliés, les mercenaires russes d'Africa Corps. C'est tout de suite, on va plus. La rencontre se veut discrète, à l'écart des caméras. Et pourtant, c'est tout sauf une visite de routine. Pour la première fois, un président syrien est reçu à la Maison-Blanche. Ahmed Al-Shara qui rencontre Donald Trump. Mathieu Babin, vous êtes à Washington pour France 24. Cette visite donne lieu à des commentaires compte tenu du passé d'Ahmed Al-Shara. Oui, la visite du président Al-Shara à Washington a provoqué une onde de choc politique aux États-Unis, ni plus ni moins. C'est la première fois depuis l'indépendance de la Syrie qu'un chef d'État syrien est reçu à la Maison-Blanche, mais on ne parle pas de n'importe quel chef d'État syrien. Trump justifie cette rencontre par la nécessité, selon lui, de tourner la page d'une guerre interminable, selon l'une de ses formules favorites, et d'intégrer Damas à la coalition contre l'État islamique. Rien que ça doit vous rappeler quelque chose, sauf que la dernière fois, il n'avait pas reçu les talibans à la Maison-Blanche. Mais les réactions sont très vives ici, effectivement, au Congrès. En tout cas, plusieurs élus républicains comme Lindsey Graham ou Tom Cotton, pour ne citer que, dénoncent ce qu'ils considèrent comme une réhabilitation pure et simple d'un régime encore accusé de crimes de guerre. Les démocrates, eux, reprochent à la Maison-Blanche d'avoir ouvert cette porte sans contrepartie claire sur les droits de l'homme. Dans la presse américaine, d'ailleurs, le ton est assez partagé. Certains saluent un pari diplomatique audacieux, d'autres parlent d'un renoncement moral. Ce sont des mots assez durs, mais ce sont les mots que l'on peut lire aujourd'hui. Il y a donc un vrai clivage, ça c'est sûr, mais à Washington, c'est vraiment la méfiance qui reste la réaction dominante globalement, et notamment chez les militaires qui étaient inhabituellement nombreux à déambuler au mémorial du 11 septembre ce matin. On manifeste comme on peut. Clairement, au Pentagone, les hommes sont aussi muets que furieux, on peut le dire. Néanmoins, vous l'avez indiqué, Mathieu, Donald Trump souhaite pouvoir inclure Ahmed Al-Shara dans sa stratégie au Proche-Orient. Oui, on assiste clairement à un tournant assumé, ça c'est certain. Trump intègre désormais la Syrie à sa nouvelle stratégie régionale au Proche-Orient, c'est clair, et sans limite d'ailleurs, c'est-à-dire jusqu'aux accords d'Abraham. Le rapprochement amorcé à Riyad, vous vous en souvenez, puis concrétisé donc à Washington, avec cette visite officielle, s'inscrit dans une logique de recomposition pure et simple des alliances à la Trump, à la manière de Trump. Washington veut associer Damas à la lutte contre l'État islamique, mais aussi tester la possibilité d'un accord de sécurité avec Israël. Vous voyez le grand écart. C'est simple, pour Donald Trump, l'idée est de stabiliser la région en échange d'une levée progressive des fameuses sanctions américaines et d'un accès syrien au marché énergétique du Golfe. En cela, il y a un dialogue, effectivement, avec les pays du Golfe. Alors, c'est clairement un pari diplomatique risqué, on l'a dit, si la Syrie reste sous sanctions internationales et surtout si une partie du Congrès américain dénonce l'effacement des lignes rouges américaines quand même sur les droits de l'homme, encore une fois. Et puis sur le passé, tout simplement. Mais dans l'esprit du président américain, l'objectif est bien de faire de la Syrie un partenaire et non plus un paria dans une architecture régionale revisitée, centrée sur les intérêts stratégiques et économiques des États-Unis, en clair. On parle quand même d'un marché de la reconstruction avoisinant les 400 milliards de dollars. Vous restez avec nous, Mathieu. Niagale Bagayoko. Ahmed Al-Shara, allié d'Erdogan, certains le présentent même comme son obligé, la tête de pont de la Turquie en Syrie, mais aussi proche de l'Arabie Saoudite, où il est né, il faut le rappeler, et qui tente, c'était tout dernièrement, de renouer des liens à Moscou avec la Russie. Il peut ainsi manger à tous les râteliers.
En l'occurrence, c'est ce qu'il se démontre capable de faire, c'est-à-dire c'est quand même une prouesse d'un point de vue diplomatique de parvenir à dialoguer avec des acteurs aussi variés. Mais ce qui est particulièrement frappant en ce qui concerne les États-Unis, c'est que c'est toute la stratégie de guerre contre la terreur, de war on terror, qui se trouve totalement remise en cause. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Ahmed El-Shara, qui s'appelait jusqu'à il y a à peu près un an Al-Joulani, était l'un des principaux représentants d'Al-Qaïda. Et c'est Al-Qaïda qui a commis les attentats du 11 septembre. Donc sur le sol américain, la première fois que le sol américain était frappé directement. Donc, pour l'opinion publique ou pour les membres du Congrès, puisque l'enjeu est aussi de faire lever les sanctions qui le visent et qui ne peuvent être levées non pas par l'exécutif américain, donc par le président, mais seulement par la Chambre des représentants et le Sénat, il est absolument central. Et il y a de très nombreux vétérans au sein des commissions de défense et des affaires étrangères de cette Assemblée qui sont extrêmement choqués de ce retournement, sans compter l'opinion publique. Donc c'est un vrai pari, à mon avis, pour Donald Trump. Je ne suis pas sûre que sa base MAGA comprenne exactement de quoi il retourne actuellement. Quelle crédibilité, Mélina Huet, peut-on accorder à Ahmed Al-Shara dans la lutte contre Daesh et d'autres mouvements djihadistes ? Alors, on pourrait se dire aucune, parce que lui-même a fait des allers-retours entre Al-Qaïda et l'organisation État islamique, mais en réalité, depuis 2013, c'est lui qui a mené une guerre ouverte, qui a eu des conséquences internationales, on va dire, sur les mouvements djihadistes contre l'organisation État islamique. Donc, il est tout trouvé pour mener cette guerre-là. D'ailleurs, il avait rencontré un de nos journalistes, Wassim Nasr, en 2023, et il avait dit, quand j'ai lancé cette guerre contre l'organisation État islamique, j'ai perdu 70% de mes effectifs. Et il s'est retrouvé cantonné à Idlib. Donc évidemment que pour lui, c'est-à-dire que c'est pas juste une posture. Là, vous voyez cette carte, c'est une carte qui montre tous les endroits où il y a eu des raids et des arrestations en quelques semaines, parfois en quelques jours, contre des cellules dormantes de l'État islamique. Ça montre bien, c'est aussi évidemment une façon de montrer à Donald Trump, regardez, je suis capable de mener des raids et je suis votre allié contre le terrorisme. Et c'est important, pourquoi ? Parce que certes, l'organisation État islamique a été défaite en 2019, mais ça ne veut pas dire qu'elle a été annihilée. Tout ce que vous voyez ici, donc sur quand même ce territoire qui est très large, donc il y a Alep, Idlib, Raqqa, Deir ez-Zor, Homs, Damas, c'était des cellules dormantes, ce sont des cellules dormantes de l'organisation État islamique. Donc c'est aussi une manière de montrer une bonne volonté auprès de son futur ou allié actuel américain. Et pour compléter ce que vous dites, c'est que en réalité, peut-être que l'on sort d'un jeu de dupes officiellement. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est le fait de souligner qu'il y a eu une coopération très claire, en réalité, entre les forces d'HTC, donc le groupe à la tête duquel... exactement, à la tête duquel était Ahmed Al-Shara, et les forces américaine, en réalité. On a plutôt l'impression qu'il y a une formalisation de relations d'État à État, mais que ces relations préexistaient, tout comme les services de renseignement américains ont toujours lié des relations avec un grand nombre d'acteurs djihadistes tout au long de l'histoire. Donc c'est de ça aussi qu'il s'agit aujourd'hui. Le nouveau pouvoir syrien censé purger les djihadistes n'est-il pas aussi, et peut-être même davantage encore, un danger pour les alliés traditionnels de l'Occident dans la région, les Kurdes, les Druzes, et puis ceux qui n'étaient pas forcément alliés, mais qui représentent, qui incarnent la minorité autrefois agissante, les Alaouites? C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de sécurité, et il va être question de sécurité entre Al-Shara et Donald Trump, évidemment, aujourd'hui. Mais là, on parle de sécurité régionale. Effectivement, au niveau national, au niveau domestique, il y a quand même beaucoup de voix syriennes, en tout cas, qui s'élèvent contre ce président intérimaire, faut-il le rappeler, qui n'a donc pas été élu. Beaucoup demandent à ce qu'il y ait une élection, ce qui paraît quand même fortement compliqué, vu l'état dans lequel se trouve la Syrie actuellement, et le fait que toutes ces négociations soient en
cours. Et puis, les exactions dont on a fait beaucoup état sur ce plateau, évidemment. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Soueïda, vous vous souvenez de ce qui s'est passé contre la communauté druze. Il y a toujours des Alaouites donc, dont faisait partie la communauté dont faisait partie l'ancien président Bachar al-Assad, qui sont persécutés, arrêtés. Évidemment que tout cela pose des problèmes éminents au niveau domestique. Sauf que là, en fait, ce qui se passe avec cette rencontre, et tous les yeux du monde sont braqués sur cette rencontre, c'est qu'on oublie ce qui se passe au niveau interne pour se focaliser sur the big picture, je dirais, parce qu'au niveau diplomatique et géopolitique, c'est très important pour les alliés de la région. Puis en fait, tous les acteurs, en réalité, pas juste les alliés de... Alors, the big picture, justement, quelle est sa volonté réelle, Ahmed al-Shara, et quelles sont ses chances de parvenir à un accord avec Israël ? C'est ça que souhaite Donald Trump. Alors, c'est ça qu'il souhaite. Alors, il le souhaite à différents égards, Donald Trump. Il le souhaite d'abord parce qu'il souhaiterait que la Syrie entre dans ces fameux accords d'Abraham et donc reconnaisse, elle aussi, Israël. Ça fait partie de l'enjeu actuel. Mais il y a aussi l'enjeu du plateau du Golan, qui est absolument central, qui, je le rappelle, est considéré, selon le droit international, comme une zone occupée par Israël. Annexée depuis 1981. Exactement, depuis 1981, mais que les États-Unis ont considéré comme revenant légitimement. Sous l'administration Trump. Les États-Unis, de Donald Trump, c'est très important de le mentionner, de revenant légitimement à Israël. Donc ça, c'est un enjeu qui est effectivement absolument fondamental. Mais il semble aussi que du côté américain, il y ait la volonté de voir instaurer en Syrie une forme de gouvernement fédéral aussi pour gérer justement toutes ces questions internes que vous avez mentionnées. Et puis, il y a bien sûr cet enjeu de la reconstruction qui est très lié au rôle que vous avez mentionné de l'Arabie saoudite notamment. Ahmed al-Shara, qui à peine arrivé au pouvoir, a vu le stock d'armes chimiques de la Syrie détruit par Israël, qui a vu Israël mener à plusieurs reprises des campagnes de bombardement, renforcer son emprise sur le Golan. Malgré cela, il pourrait, vis-à-vis de son propre peuple, assumer une reconnaissance en bonne et due forme d'Israël. Il n'a pas le choix. Washington a les moyens de lui tordre le bras, Mélina Huet. Mais en fait, il n'y a pas que Washington. Il y a aussi l'Arabie saoudite, il y a aussi tout un tas de partenaires au niveau régional et international qui font qu'il va être obligé de prendre des décisions qui vont à l'encontre de ce que son propre peuple demande. Et effectivement... pourquoi il aurait intérêt à se rapprocher d'Israël ? Parce que le gouvernement actuel de Benyamin Netanyahou n'a aucun intérêt à maintenir une Syrie stable. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus facile pour Benyamin Netanyahou quand finalement c'était Bachar al-Assad qui était à la tête du pays. En guerre civile. En guerre civile, exactement. Puisque même si la volonté affichée était d'affaiblir ce qu'ils appellent l'axe de la résistance avec l'Iran d'un côté, le Hezbollah et puis le gouvernement de Bachar al-Assad, en réalité d'avoir les États-Unis qui aujourd'hui sont prêts à mettre une base militaire à côté de Damas, c'est-à-dire pour en fait maintenir une stabilité dans la région, et ça pose problème à Israël qui, en ce moment, à l'heure où on parle, continue des incursions qui sont complètement illégales. C'est-à-dire qu'ils ont poussé la zone tampon du Golan beaucoup plus loin que ce qu'ils avaient fait jusqu'alors. Ils ont quand même bombardé massivement le pays, vous l'avez rappelé, mais en toute impunité pendant des mois et des mois après la chute de Bachar al-Assad. Sauf que en fait, il est dans une volonté de légitimation aussi, al-Shara. Il veut faire en sorte que absolument tous ses partenaires potentiels, putatifs ou réels, soient satisfaits. Donc ça comprend quoi ? Ça comprend les États-Unis, ça comprend l'Arabie saoudite, ça comprend la Turquie, ça comprend aussi, il est même allé jusqu'en Russie. Alors que la Russie, on rappelle, c'est quand même Vladimir Poutine qui héberge l'ancien président déchu, le dictateur Bachar al-Assad. Donc vraiment, il essaye de parler à tout le monde. Oui, un mot et on ira voir Mathieu Mabin. Juste un mot. Il y a aussi l'enjeu de voir la Syrie rejoindre la coalition anti-Daesh, qui est au cœur aussi de ces discussions. Et ça renvoie aussi à ces images absolument surréalistes qu'on a vues avec le président intérimaire al-Shara jouant au basketball avec le CENTCOM, donc le commandant des forces américaines dans toute la région du
du Moyen-Orient. Donc, oui. ce sont des... et avec le chef de cette coalition anti-Daesh également. Oui. On voit les images d'ailleurs à l'instant. Mathieu Mabin, on imagine que ces images, elles font parler. Il est prêt à beaucoup de concessions, Ahmed al-Shara. On évoquait à l'instant la lutte contre Daesh. Il y a la possibilité, même si ça reste très hypothétique, alors nous parlons d'un rapprochement avec Israël, malgré l'hostilité jusqu'à présent affichée très clairement par Benyamin Netanyahou. Pourquoi donc Ahmed al-Shara serait prêt à ces contorsions? Il a beaucoup à jouer aujourd'hui à Washington. L'enjeu financier dépasse tout le reste pour lui. Il faut avoir vu la Syrie aujourd'hui pour comprendre. La Syrie est à plat, elle est par terre. Elle ne s'est jamais relevée, en réalité, de la décennie de guerre qui l'ont secouée. Al-Shara n'en fait pas mystère. Il vient à Washington avec un double objectif. D'abord, obtenir la levée des sanctions américaines, en particulier la loi dite Caesar Act, que vous connaissez et qu'il n'est pas nécessaire de rappeler, et qui paralyse littéralement la reconstruction du pays. C'est vrai. Et donc la santé économique du pays. Et tant pis pour ces milliers d'hommes et femmes qui ont vécu l'enfer en détention dans ces prisons syriennes. Après tout, c'est vrai que ce régime n'y est pour rien et que ses serviteurs les plus fidèles en ont même été certaines victimes. Ensuite, il veut repositionner la Syrie dans le jeu régional, qu'elle rejoigne la coalition internationale contre l'État islamique, on l'a dit, et explorer la possibilité d'une normalisation, même partielle, avec Israël. Ça a été rappelé également sur votre plateau à l'instant, sous médiation américaine, c'est vrai, avec un rôle qui n'est pas négligeable et qui va incomber effectivement à l'Arabie Saoudite et aux pays arabes voisins d'Israël. C'est ça la partie la plus sensible de sa manœuvre, puisqu'il va falloir convaincre les anciens compagnons de route, qui ne sont pas tous fréquentables, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur le plan intérieur syrien, cette ouverture lui permettrait effectivement de relancer l'économie, et il le sait. Il pourrait attirer des investissements étrangers, dont des investissements européens d'ailleurs, et sortir d'une décennie d'isolement ferme. Mais attention, Al-Shara sait qu'il doit s'assurer que tout accord préservera la souveraineté syrienne, au moins en surface. C'est-à-dire qu'il ne va pas trop falloir vexer, notamment sur le Golan, effectivement, vous l'avez dit également, et ne le fera pas rompre non plus totalement avec ses alliés historiques qui demeurent l'Iran et la Syrie. Voilà, vous voyez, on risque d'en reparler encore sur votre plateau dans les prochaines semaines, les prochains mois et probablement les prochaines années, Raphaël. Merci Mathieu Mabin en direct de Washington. Voilà ce qu'on pouvait dire. Un dernier mot peut-être, c'est l'intérêt des Européens que ces sanctions soient levées. En fait, c'est l'intérêt de toutes les personnes qui cherchent, ou tous les États ou organisations qui cherchent à ce que la région soit stabilisée. C'est-à-dire que c'est une cocotte minute, la Syrie, et comme l'a justement rappelé Mathieu Mabin, au niveau interne, au niveau domestique, le pays est exsangue. C'est-à-dire que quand on parle de la levée des sanctions, on se demande s'il est fréquentable ou pas, ce président intérimaire, mais il faut se poser la question des civils, qui sont les premiers affectés par ces sanctions. Donc évidemment, quand il y a eu la levée en mai 2025, ça a permis, en tout cas, un soulagement, on va dire, temporaire, et ensuite, il faudra des années pour reconstruire le pays, des décennies. Mais effectivement, qu'il soit fréquentable ou pas au regard de son passé, il est nécessaire aujourd'hui d'avoir un interlocuteur en Syrie, rien que pour maintenir une stabilité dans la zone. Donc... Côté européen, il y a eu cette rencontre aussi du président Macron avec Al-Shara, qui a aussi beaucoup interrogé les opinions publiques. Je pense que le rôle des opinions publiques auxquelles on a expliqué pendant des années qu'on faisait la guerre contre le terrorisme, contre l'ennemi de la civilisation, avec lequel on a l'impression qu'on se réconcilie aujourd'hui de manière extrêmement facile et sans poser trop de questions, à mon avis, c'est une hypothèque qui risque de peser lourdement sur ces tentatives de diplomatie. C'est ce que décrivait finalement Mathieu Mabin, même dans les débats internes aux États-Unis. C'est la différence entre la réelle politique au niveau géopolitique, diplomatique, et d'un côté, cette question morale qui interroge au niveau domestique. À l'heure où, dans quelques jours, nous allons commémorer le 10e anniversaire des attentats du 13 novembre, ici à Paris. On évoquait Al-Qaïda, l'un de ses avatars au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, menace aujourd'hui une partie du pays, dont Bamako, la capitale, soumise à un blocus. Les écoliers ont pu reprendre le chemin de l'école ce lundi après 2 semaines d'interruption. En cause, les pénuries de carburant, une situation qui rappelle dangereusement celle de 2013, juste avant que l'armée française n'intervienne. La France qui demande d'ailleurs à ses ressortissants, quelques 4300 personnes, de quitter le pays. Reportage pour France 2 de Camille Gutin, Nicolas Bertrand et Fabien Fougère.
Au Mali, des djihadistes affiliés à Al-Qaïda sont désormais aux portes du pouvoir. La capitale Bamako va-t-elle tomber aux mains des islamistes? Depuis un an, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, multiplie les attaques partout dans le pays. Ici contre une caserne, là, on les voit à pied, en train de s'emparer d'un village. L'ambassade de France appelle tous ses ressortissants à quitter le territoire. Cet expatrié n'a pas encore décidé de partir. Pour le moment, on est quand même avec un gros point d'interrogation. On ne sait pas trop, on attend de voir. Les djihadistes qui cherchent à imposer la loi islamique dans tout le pays ne cessent de s'étendre au Sahel, notamment depuis le départ des troupes françaises en 2022 du Mali. Aujourd'hui, ces combattants contrôlent une partie des routes et incendient régulièrement les camions-citernes qui viennent livrer de l'essence à Bamako. Pour les habitants, de longues files d'attente et des pénuries d'électricité. Cela fait une semaine que je cherche du carburant. C'est un vrai problème pour mes activités. Asphyxier progressivement la capitale pour provoquer un renversement de régime, c'est le plan des djihadistes. La stratégie un peu des djihadistes, c'est de faire en sorte que la population à Bamako, il y a plus de 3 millions d'habitants, que les gens qui souffrent sur le plan alimentaire et du carburant se révoltent contre le pouvoir central des militaires. Car la junte militaire arrivée au pouvoir après 2 coups d'État est impuissante face à l'expansion des islamistes. Après avoir rompu avec ses alliés occidentaux, dont la France, le pouvoir en place s'est tourné vers la Russie et ses forces paramilitaires. Mais ni la junte ni ses milices n'ont réussi à stopper l'avancée des djihadistes dans le pays. Niagalé Bagayoko, c'est un retour à 2013 pour le Mali. Oui, c'est un retour même à 2012, je dirais, c'est-à-dire avant l'intervention des forces françaises, parce que je pense qu'il est important de se rendre compte que non seulement, en effet, les autorités militaires nationales sont en situation d'échec, mais également, en effet, leurs partenaires russes désormais déployés dans le cadre de l'Africa Corps, mais qu'il y a eu un échec des autres partenaires internationaux. Le JNIM, c'est l'autre groupe, le nom du groupe de ce groupe s'appelle GSIM. Il n'a cessé de progresser d'un point de vue territorial, non pas seulement au Mali, mais également dans les pays voisins, notamment au Niger et au Burkina Faso. Il s'étend aussi dans le nord des pays côtiers, mais également, on le souligne moins, de s'enraciner au sein des communautés locales. Et ça, c'était également le cas du temps de l'intervention française. C'était aussi le cas au temps de la présence de la MINUSMA, donc la force des Nations Unies, qui a elle aussi été appelée à quitter le territoire. Donc, on s'aperçoit, et ça fait écho à ce dont on vient de parler à propos de la Syrie, qu'on est face à un type de conflictualité, à un type de groupe qui sont capables de déployer des tactiques et des stratégies extrêmement efficaces. Et ce blocus sur le carburant en est un exemple absolument frappant. Justin, je vais interroger dans un instant Mélina Huet, mais vous venez de citer 3 pays, Mali, Niger, Burkina Faso, qui ont fondé ensemble l'Alliance des États du Sahel. Va-t-elle devenir le siège d'un futur califat sur cette région des 3 frontières? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate aujourd'hui assez peu de réactions de solidarité de la part du Niger et du Burkina Faso, même s'il semble qu'un convoi de carburant soit parti du Niger également. Mais on se rend compte que les autres États semblent quand même assez prudents dans leur solidarité aujourd'hui vis-à-vis de Bamako, parce que tous, finalement, expérimentent les mêmes difficultés face à cet adversaire particulièrement coriace. C'est l'échec des juntes et parfois de leurs exactions qui ont même empiré la situation. Mélina Huet. Alors oui, effectivement, vous parliez tout à l'heure d'Africa Corps, et donc anciennement Wagner, effectivement la présence de mercenaires russes qui viennent soutenir ces juntes et qui commettent exactions sur exactions, qui perdent finalement le cœur et l'esprit, pour parler poétiquement de quelque chose d'atroce, des populations, font qu'il y a une perte de confiance évidente et que derrière il y a le champ libre pour des organisations djihadistes, dont le JNIM, mais pas que. Après, je voulais juste revenir effectivement sur ce que vous disiez. Il y a des
des similitudes avec 2013, on les a, vous les avez brillamment exposées. Il y a vraiment des similitudes marquantes. Il y a le fait aussi que il y a cette menace sur la capitale, bien sûr, mais qu'il y a un blocage logistique, c'était déjà le cas en 2013, et qu'il y a un effondrement potentiel de l'État sur la table. La grande différence, c'est justement qu'aujourd'hui, il y a la présence d'acteurs qui sont différents. Donc ces mercenaires, d'autres États qui n'étaient pas présents en 2013, le fait que, bien sûr, on aura l'occasion d'y reparler, mais des pays comme la France sont non grata aujourd'hui sur le territoire. À l'époque, l'État les Amaliens avaient demandé à ce qu'il y ait une assistance justement militaire pour chasser, pour bouter les djihadistes hors de l'État. Et aujourd'hui, ça n'est évidemment pas le cas, vous le savez. À l'époque, justement, la France avait vu une situation d'urgence dans une possible victoire des djihadistes descendants de Kidal, Tombouctou vers Bamako. Aujourd'hui, la France s'en désintéresse ou peut se permettre de se désintéresser de ce qui s'y passe? Alors, deux éléments. D'abord, on s'est rendu compte assez récemment que la coopération en matière de lutte antiterroriste, là aussi, comme du côté américain, se poursuivait entre les services de renseignement français et maliens. On l'a appris au moment de l'arrestation d'un agent de la DGSE à Bamako. Il y a aussi l'Algérie, et là, la France et l'Algérie, c'est compliqué. Absolument. Mais il faut quand même savoir que la coopération se poursuit entre les États pour des raisons par différents moyens, de manière moins ostentatoire. De manière moins ostentatoire, exactement. Mais la deuxième question, c'est celle de la réalité, de la capacité à prendre Bamako du côté du JNIM. Et là, moi, je serais assez prudente parce qu'en réalité, militairement, le JNIM ne dispose pas des capacités non seulement de prendre Bamako, mais surtout de la tenir sur la durée, de l'administrer. On n'est absolument pas dans le cas de figure des talibans ou justement d'HTC qui avaient une expérience d'administration locale. Oui. Là, il y a effectivement une gouvernance qui s'est mise en place sur différentes parties du territoire, mais dans des zones très très dispersées les uns des autres. Mais en revanche, ce qui est en train de se dessiner, à mon avis, c'est la mise en avant d'acteurs religieux politiques rigoristes. On pense par exemple à l'imam Dicko, qui se trouve réfugié précisément en Algérie, mais même d'une alliance éventuelle avec des forces politiques d'opposition qui seraient prêtes à négocier avec le JNIM l'application d'une vision ultra-rigoriste de la charia sur le territoire, sans parler de califat, pour répondre à votre question. Merci beaucoup, Niagalé Bagayoko, Mélina Huette. On va plus loin, c'est terminé. Retour à l'essentiel dans un instant et on reviendra notamment sur la libération de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. France 24 évolue sur le numérique. Économie, sport, journaux, grands reportages en replay. France 24, l'info commence ici. Retrouvez la météo avec Écoutez Voir. Des lunettes et des aides auditives pour rester à l'écoute du monde et voir plus loin. Écoutez Voir, optique et audition, mutualiste.